Pour cette première présentation, nous allons parler des SIG et télédétection, domaine d'application. Donc, on va voir un peu comment on peut appliquer le SIG et la télédétection dans le domaine de la santé publique, environnement, gestion forestière et puis planification. Et on va plus se baser sur la présentation des projets réalisés en 2022. En premier lieu, on va parler de la généralité parce qu'il y a parmi nous ceux qui peut-être entendent le mot SIG ou bien télédétection pour la première fois. C'est mieux de détailler un peu tout ça avant d'aller sur tout ce qui a été réalisé. Je commencerai par une brève présentation de RFS Consulting. Je détaillerai un peu le SIG ainsi que la télédétection. Je parlerai des applications, donc les cas pratiques. Je présenterai quelques projets réalisés. Et puis, on va un peu discuter sur les limites des SIG, de la télédétection ainsi que les recommandations. RFS Consulting, bref description. Nous sommes un cabinet spécialisé dans l'expertise environnementale et technologie géospatiale. Notre domaine d'intervention, c'est l'environnement, la géomatique, le développement web et le renforcement des capacités. Nous avons comme mission d'offrir l'expertise environnementale et technologie géospatiale aux organisations et professionnels. Cela, c'est pour les aider dans la prise de décision ainsi que les réalisations de leurs projets. Parce qu'on sait bien que pour décider, il faut au moins disposer des informations. Notre vision, c'est d'apporter la meilleure expérience d'utilisation des technologies géospatiales chez les organisations et professionnels. Nos valeurs, c'est la passion, l'innovation, l'expertise, le partage et la responsabilité. Vous remarquez que nous avons organisé une grande conférence, comme on l'a dit, et nous allons offrir des certificats gratuits. Pourquoi? Parce que le partage fait partie de nos valeurs. Et nous avons des filiales, RFS Academia, ainsi que Kindata, comme je l'avais dit au début. RFS Academia, c'est une plateforme, un centre de renforcement des capacités. Nous avons une chaîne YouTube qui a aujourd'hui plus de 3500 abonnés. Nous avons des pages Facebook et sites web. Donc, sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de tutoriels, voire même des modules complets de formation. Voilà, je vais parler des SIG et télédétection spatiale. D'abord, vous devez savoir que le SIG, c'est une science, c'est un art, et puis c'est une technique, permettant l'acquisition, le stockage, le traitement et la diffusion des données à référence spatiale. Le système d'information géographique, c'est un système composé de tout ce qui est données, logiciels, matériel informatique, savoir-faire et utilisateurs. On parle de données parce qu'on doit manipuler des données. Les logiciels, c'est comme pour ceux qui connaissent déjà, il y a le QGIS qui est un logiciel open source. Il y a ArcGIS qui est un logiciel payant, donc vous devez disposer de la licence. Et il y a pas mal d'autres logiciels. Mais le plus connu pour le moment, il y a QGIS, ArcGIS et puis il y a Supermap pour les Asiatiques. Du côté matériel informatique, il y a les ordinateurs, scanners, beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Il y a des GPS, il y a actuellement le drone qui prend de l'ampleur. Savoir-faire parce que vous devez disposer de connaissances. Et comme le nom l'indique, c'est un système. Ça veut dire quand on est dans un système, si un élément manque, le système devient en déséquilibre. Et pour réussir à mettre en place un cycle, vous devez regrouper les éléments qui sont là. Les données, les logiciels, les matériels informatiques, les savoir-faire et les utilisateurs. Les données, il y en a de deux catégories. Il y en a plusieurs, mais des grandes catégories, nous avons des données vecteurs et des données raster. Les vecteurs ça peut être constitué de points, lignes, polygones et autres. Les rasters, ce sont des images composées de pixels et chaque pixel contient des informations géographiques, donc sa position, sa couleur et autres. Et parmi les images, on peut avoir les images satellites, les orthophotos, on peut avoir les cartes scannées, les modèles numériques des terrains et autres qu'on détaille un peu plus dans nos formations. Et c'est l'illustration qui est là, vous voyez, comme je l'ai dit, vous voyez que nous avons plusieurs composants entourés et au milieu, on a parlé des réseaux. Donc tout ça forme un réseau. Et comme je l'ai dit, réseau, système, lorsque un élément manque, c'est l'ensemble qui devient en déséquilibre. Et les sites aident à répondre à certaines questions, comme on peut les remarquer là. La question, par exemple, est quoi? Quelle information? On peut se demander vers la salle où se déroule la formation, qu'est-ce qu'on a tout autour? C'est une salle de telle dimension, tout autour, on a telle chose. La question comment? C'est pour l'analyse spatiale. Et je vais par là finir avec les fonctions d'un site. Le site répond à ces 5 fonctions qui sont le plus, j'espère que beaucoup de gens vous diront, bien qu'il y a d'autres plateformes ou bien d'autres entreprises qui peuvent aller trop loin, parce qu'ils ont plus développé pour que ça soit compréhensible sur le plan commercial.
Les SIG permettent l'acquisition, l'abstraction, l'analyse, l'archivage et l'affichage. On passe toujours par ces étapes-là. Vous allez acquérir les informations, vous allez analyser, vous devez garder comme archive, vous pouvez, au final, les gens doivent savoir ce que vous avez fait. On peut les regrouper en 3. Nous avons l'étape de collecte de la donnée. On doit d'abord collecter la donnée. Et pour collecter la donnée, on peut le faire sur terrain. On va voir avec des projets pratiques réalisés par RFS, avec ses stagiaires. Soit on peut numériser l'existant. On peut se référer à une ancienne carte de Kinshasa. Et puis, on passe à la numérisation pour extraire des informations. Ça fait partie toujours de la collecte de la donnée. Il y a le stockage et organisation des données. On parle de structuration des données. Parce qu'on doit bien structurer. Stockage dans une base de données. Et nous avons, au final, la gestion et puis l'utilisation de la donnée. La télédétection, en fait, quant à elle, ça permet l'acquisition de l'information en distance, sans contact direct avec l'objet. Je vais donner une définition simple. Pour ceux qui sont dans la salle ou bien ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans la salle ou en ligne, comme je l'ai dit, vous êtes en train de voir la présentation actuelle. Vous êtes en train de voir l'écran de mon ordinateur. Donc, si je peux le dire, vous appliquez déjà la télédétection. Parce que vous n'avez pas touché mon ordinateur, vous n'avez pas touché cet écran, mais vous avez déjà compris qu'est-ce que j'ai affiché. Ça veut dire que vous avez acquis les informations en distance sans toutefois être en contact avec l'objet. C'est ça la télédétection. De façon déjà naturelle, nous faisons la télédétection. Et nous avons des illustrations qui présentent un peu le processus. Ce n'est pas dit que les images qui captent les satellites, c'est ce que nous utilisons directement. Ces images-là passent d'abord par des centres où on passe quelques analyses ou traitements avant de mettre ça à la disposition des utilisateurs. Et ce genre de slides que vous voyez là, ce sont les mêmes slides que nous utilisons dans nos formations. Et je vais un peu parler des facteurs pour la sélection de la plateforme. Lorsque vous voulez analyser un phénomène, comment choisir la meilleure plateforme pour avoir des informations qu'il faut? Premièrement, vous devez savoir l'étendue de la zone à couvrir. L'événement que vous voulez étudier couvre quelle zone? Parce que chaque plateforme, il y a des plateformes qui donnent les images, par exemple, à grande échelle, mais il y a d'autres plateformes qui donnent des images à haute résolution, mais pour des petites échelles, des petites zones. Et aussi, on voit aussi la vitesse de développement du phénomène observé. Parce que de l'autre côté, nous avons des illustrations qui montrent un peu tout ce qui est avantage de la télédétection. Vous pouvez avoir une couverture globale, périodique, observation à multi-échelle. On peut avoir l'ensemble du globe, on peut avoir le continent, pays, jusqu'à avoir une ville, pourquoi pas un quartier. Des informations sur les régions, par exemple, non visibles, telles que là on voit avec la carte des températures et autres. Donc, à l'œil nu, on aura du mal à avoir ces informations. Et grâce à certains capteurs spécifiques, on peut en avoir. On va parler des domaines d'application, vite fait. Et le SIG, la télédétection, peut être appliqué dans plusieurs domaines. C'est ce qui fait aussi des outils un peu puissants. Du côté tourisme, on peut faire la gestion des infrastructures. On peut, par exemple, mettre en place un outil SIG, une base de données sur les différents sites touristiques de Kinshasa. Mais grâce au SIG et grâce aux services que nous offrons, vous pouvez être le premier à s'installer quelque part. On parle des analyses des zones de chalandise en prenant en compte plusieurs critères. Comprendre quels sont les profils ou les caractéristiques de vos clients, quels produits vous vendez et quels sont les critères, vos points de vente, jusqu'à ce que vous pouvez déterminer le meilleur endroit. Ça, c'est du côté marketing. Il y a du côté planification urbaine avec tout ce qui est cadastre, voirie, réseau, assainissement, protection civile, gestion et puis prévention des catastrophes, l'hydrologie, forêt. On va parler des projets là-dessus. Cartographie pour l'aménagement, la géologie. Aujourd'hui, des fois, dans ceux qui sont dans le domaine minier, il y a par exemple des études environnementales qu'on leur demande. Et ceux qui font ce genre d'études sont encore les études, les analyses des radioactivités, des radioactives avec tout ce qui est danger. Souvent, ils arrivent sur les concessions et tout ça, ils doivent prendre les échantillons. Et lorsqu'ils prennent les échantillons, ils amènent au labo, ils font des analyses, ils font des rapports. Et vous voyez que c'est très important aussi, par exemple, de nous représenter sur une carte les différentes localisations là où vous avez récupéré ces échantillons-là. Il y a aussi télécom, avec l'implantation d'antennes. J'ai accompagné un candidat qui suivait la formation, question de représenter par rapport aux différentes sociétés de communication les antennes, les BTS 3G et 4G. Question d'analyser pour voir quelles sont les zones où on retrouve plus d'antennes et est-ce que ce sont les 3G ou les 4G. On va parler de quelques projets réalisés. Comme je l'ai dit, on ne va pas aussi tout détailler, ça sera difficile. Parmi les quelques projets réalisés, nous avons
La carte d'analyse qui est là, on a accompagné une stagiaire qui était chez nous, elle est en France. Le but avec la première carte était de faire une analyse par rapport à l'emplacement des appareils, les DAE. Pour ceux qui, en fait, selon ce qu'elle nous a expliqué, en France, ce sont des dispositifs qui permettent un peu à faire des secours lorsque les gens font des crises en pleine ville. Les temps, quelqu'un fait par exemple une crise, est de 3 à 5 minutes pour qu'on puisse sauver cette personne-là. Ouais. Alors, ce qu'on devait faire ici, par exemple, les responsables de la ville voulaient savoir quels sont les meilleurs emplacements pour proposer ces dispositifs. Ça veut dire, dans nos analyses, on devait prendre en compte l'aspect temps et l'aspect chemin le plus court. Ça veut dire le temps d'aller, tellement on a dit pour sauver la personne, il faut au moins 3 à 5 minutes. Nous, on prend en compte, ça veut dire le temps d'aller, le temps qu'on va récupérer l'appareil et le temps où on va retrouver la personne en crise. Ça veut dire qu'il faut que ça soit dans presque 3 minutes. On peut prendre par exemple 1 minute pour arriver, 1 minute le retour et l'autre minute là où on peut se débrouiller pour sauver la personne. Alors, avec les analyses, c'est question de déterminer. D'abord, on a ciblé tout ce qui était comme des points de regroupement, les points où les gens fréquentent le plus. Et à partir de ces points-là, on fait avec l'analyse des réseaux grâce au logiciel SIG pour déterminer quelle est la zone qu'on peut arriver par exemple à moins de 3 minutes. C'est ce qu'on a représenté sur la carte 1. Ça veut dire, si la personne se retrouve tout autour de cette zone-là, il a la chance d'être sauvé. Parce que dans moins de temps, on va accéder à l'appareil et puis rejoindre la personne. Donc, du côté planification, voilà comment ça peut nous aider. La deuxième carte, j'ai accompagné OpenStreetMap RDC pour certains projets dans le domaine de santé, au niveau des Nord Kivu, des Nibutembo, Kachua et puis Kalunguta. Ça veut dire qu'on fournit des cartes au personnel de santé et puis une formation pour qu'au fur et à mesure, avec les années, et même puisse aussi actualiser. Parmi les cartes, on a réalisé des cartes de distance. Par exemple, calculer le chemin le plus court ou le plus rapide entre des zones ou par exemple des aires de santé avec les différents centres de santé. Comme ça, on sait déjà que non, ici, quel chemin on peut prendre pour arriver à tel centre de santé. Et d'autres analyses, par exemple, pour voir quelles sont, par exemple, nous avons l'emplacement des centres de santé, on calcule les zones tampons de 500 mètres ou de 1 km. On sait vite voir quels sont les villages qui ont facilement accès. Et comme ça, on peut aussi comprendre par rapport à l'administrateur, peut savoir pour faire la planification, quelles sont les zones où on doit intervenir. C'est très important. Au lieu d'intervenir seulement comme ça, sans toutefois passer par de telles analyses. Et il y avait aussi, à côté là, la carte des sites de vaccination. Et nous, on a représenté ça pour aider le personnel à savoir déjà que non, dans tel, par exemple, territoire ou dans telle zone de santé, nous avons autant de centres de santé et aussi les services de vaccination. Et ça facilite aussi à ceux qui vont des fois, parce que ce sont des personnels qu'on envoie pour aller vacciner. Partant maintenant des sites de vaccination, ça c'est ce que nous appelons d'abord, je peux dire la cartographie normale, ordinaire, avec ce qui n'est pas dynamique. Mais nous, maintenant au sein des RFS, nous sommes en train de réfléchir toujours dans le cadre de cette formation, avec ce qu'on a connu avec Covid, comment mettre en place une plateforme, une application qui permettra de faire la gestion sur ce qui concerne la vaccination. Sur l'application, tout s'est fait de façon automatique pour qu'on sache dans telle zone qui a été vaccinée, il y a combien de personnes et autres. Et pour ça, nous sommes en train de développer cette plateforme dont j'ai juste mis des captures qui nous permettra un peu à comprendre cela. Donc, ça veut dire la gestion de l'application. Vite fait, du côté gauche, on peut avoir par exemple le nombre de jours depuis qu'on a commencé la vaccination, combien de jours déjà, le dose admissible, par exemple le pourcentage de couverture vaccinale, combien de personnes on a vaccinées par rapport au pays, provinces et autres, personnes vaccinées, par exemple avec Covid, on peut avoir personnes vaccinées première dose, deuxième dose. Et la plateforme, ce n'est pas seulement pour Covid, c'est tout ce qui concerne la vaccination, peu importe l'épidémie. Par exemple, là, nous avons des sites. Ça permettra aussi aux gens de savoir, je suis dans telle ville, quels sont les sites où je peux vite me faire vacciner. Et en bas, nous avons par exemple, on peut avoir des statistiques. On a prévu des endroits où il y aura des statistiques avec le site de vaccination, situation des villes pour cette province-là. Supposons c'était Ebola ou autre. On peut vite voir par rapport à cette province, dans quelle ville il y a plus de cas ou d'autres. Cette évolution-là, on peut déjà voir aussi. Et progression des personnes vaccinées lors de la première dose, on peut voir ces informations. Et la partie 4, on voit tout ça sous forme de diagramme pour nous faire voir un peu l'évolution. Nous évoluons. Et là, nous avons accompagné un étudiant de l'université de l'EELA
Son travail consistait à analyser l'occupation du sol des 3 périodes, 1992, 2012 et puis 2022. Question de voir la dynamique, comment les choses ont évolué. Comme on peut voir là, grâce à la télédétection, on récupère des images de ces années-là et puis on travaille. Les scientifiques qu'on a accompagnés, on les a aidés à mettre un peu ensemble la méthode traditionnelle d'abord avec collecte, les informations, tout ça, et puis les nouvelles technologies. Et on peut voir le diagramme qui montre là comment est-ce qu'est la forêt dense, parce que c'était parmi les classes choisies, forêt dense, forêt claire, savane, agriculture, zone bâtie et autres. Comment la forêt dense a évolué par rapport à l'année là, forêt claire, ainsi de suite. Donc on est même arrivé à quantifier pour en avoir un hectare. Et ici, c'est un travail qu'on vient de faire et ça a été défendu hier. Et je vous informe que le candidat fait distinction. Et il est ici avec nous. Il a fait les stages chez nous pendant 2 mois. Nous l'avons accompagné pour réaliser ce travail. Le travail consistait à réaliser la carte de la spatialisation de la biomasse, ainsi que quantifier la séquestration de carbone. J'espère que vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Mais jusque-là, c'est quelques études qui sont déjà faites, c'est beaucoup plus sur des grandes étendues. Par exemple, on vous parle de quantification de carbone, de séquestration de carbone par rapport au bassin du Congo, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce sont des grandes zones. Mais nous, ici, l'idée, on voulait un peu changer les choses. On voulait parler avec des petites zones, par exemple, des plantations, pour aider un agroforestier qui a sa plantation à arriver un peu à faire ce genre d'analyse. Parce qu'on est en train de parler de crédit carbone. Et comment des individus peuvent aussi profiter de cela, pas seulement des nations. Et là, on a travaillé sur les sites agroforestiers de Ndio. Il y a eu la partie terrain. Il a fait les terrains accompagné de notre coordonnateur de RFS Academia qui est là, l'ingénieur David. Sur terrain, ils ont collecté, je ne vais pas trop, là je lui laisserai détailler. Après les terrains, personnellement, moi je l'ai aidé du côté bureau, du côté télédétection, du côté site. Faire d'abord la carte de situation de la carte de localisation du site et aussi quelques analyses des images couplées avec des formules par rapport aux données collectées sur terrain. Et là, grâce au R, avec le langage de programmation R, ainsi que QGIS et ArcGIS, nous sommes arrivés à voir ce que vous avez là. En premier lieu, nous avons l'occupation du sol et en deuxième lieu, la cartographie de la biomasse. Et là, je laisse la parole à l'ingénieur Jean-Pierre pour dire en quelques mots juste le processus de terrain, ça consistait à quoi? Merci beaucoup pour la parole. Comme on m'a présenté tout à l'heure, je me nomme Jean-Pierre Kissonga. Je viens à peine d'obtenir le titre d'agroforestier. Et le travail a consisté en fait à cartographier la biomasse forestière et de cette étude ressortir la quantité de carbone séquestré dans nos différentes forêts que nous avons. Et plus précisément, il y a des projets qui sont mis en place pour participer au mécanisme de développement propre, et on parle aussi des projets RED+. Et c'est dans ce sens-là que nous avons entrepris cette recherche. Et il y a aussi une question qui se pose. Il y a des équations allométriques que l'on utilise pour quantifier les carbones séquestrés dans une forêt. Mais ces équations allométriques entraînent qu'il y ait en fait beaucoup de travaux pour arriver à sortir cela, et c'est toujours mieux où il est conseillé de mettre en place les équations par vous-même. Et pour mettre en place ces équations, vous devez procéder à des techniques directes. Donc, vous coupez une superficie de la forêt et comme ça, vous allez prendre des mesures. Et des mesures qui sont appelées communément des paramètres dendrométriques. Et avec ces paramètres-là, vous prenez la hauteur de l'arbre et puis vous mesurez les diamètres à la hauteur de la poitrine. Communément, on appelle les DHP, qui s'expriment en centimètres. Et après avoir ressorti ces données, vous allez maintenant appliquer les formules qui sont établies par plusieurs chercheurs. Et ces formules ou ces équations sont appelées les équations allométriques.
Alors, nous maintenant, on n'a pas voulu se limiter sur ces équations. Entamer aussi avec les outils de la technologie et voir comment, avec la télédétection et la cartographie, sortir la quantité de carbone et trouver les résultats qui se rapprochent des équations allométriques. Et c'est dans ce sens-là qu'on a appliqué les équations allométriques qui ont été proposées par la GIEC. Et on a trouvé des résultats avec ces équations allométriques qui vont de 28 et avec la cartographie de la biomasse, on a trouvé 30,03 tonnes de carbone de la biomasse forestière qui est séquestrée dans cette forêt-là. Et nous voyons que la différence, elle n'est pas significative. Alors, si on voit la deuxième carte qui nous montre la cartographie de la biomasse, c'est que la limite que nous avons rencontrée, on ne sait pas télécharger les images spécifiques pour la forêt ou les plantations ou pour les espèces d'acacia. Parce qu'une précision, nous avons calculé cette biomasse forestière avec l'espèce Acacia auriculaformis. Alors, on n'a pas eu à avoir des images de manière spécifique des acacias. Alors, on a téléchargé l'image de toute la zone. Alors, la zone, elle est occupée à 95% des espèces d'acacia. Alors, c'est ainsi que cette marge d'erreur de 2 tonnes qui a été ressortie de cette étude-là. Donc, les résultats de la cartographie sont proches des résultats des équations allométriques. C'est en petits mots ce que je peux dire de cette étude-là. Voilà, merci, cher ingénieur Diampy. Et comme vous pouvez le constater, donc ça veut dire qu'il nous a contacté pour un stage et puis accompagnement avec notre programme RFS Academia. Et il est le deuxième pour cette année, le premier à présenter sur toujours l'évolution de l'occupation du sol dans la zone proche d'Ndjili, parce que le premier était de comprendre comment les gens sont en train d'occuper les zones qui étaient réservées aux cultures maraîchères de cette zone-là. Pour la suite des projets réalisés, celui-ci est en cours. C'est les résultats, parce que ceux qui font les stages professionnels chez nous, après on les laisse, on l'impose à réaliser un projet parce qu'il ne peut pas finir comme ça. On doit voir qu'ils ont assimilé tout ce qui a été comme programme. Et lui, c'est ingénieur Ben. Il est licencié en génie cartographique de l'INBTP. Alors, là aussi, nous insistons parce que le site, c'est un outil et chacun l'utilise par rapport à son domaine. Alors, nous faisons en sorte d'adapter un peu tout ce qui est programme et puis accompagnement. Lui, le but, c'est de travailler sur l'identification des zones inondables pour le bassin versant de Ndjili. Donc, je sais que peut-être il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, mais on a remarqué que la majorité des travaux se sont plus limités à tout ce qui est théorique. Ils ont plus écrit, mais au final, avoir une carte qui illustre que non, dans telle zone, ce sont des zones à risque, ça, on ne l'a pas vu. Or, avec des pareilles cartographies, on peut déjà savoir lorsqu'on veut construire. On veut construire où? Et c'est la représentation qu'on a là, c'est en cours. Et nous espérons que nous serons tous en 2023 et au début de 2023, il y aura encore un moment d'échange pour vous donner les restes des résultats. En fait, ils utilisent un système où il doit un peu compiler plus de 5 à 6 cartes. Il y aura la carte d'occupation du sol qui est déjà là, la carte des pentes, densité des drainages et puis carte de densité des linéaments et autres. Il y aura par exemple la carte topo, carte de géologie et carte de pluviométrie. Limites et recommandations. L'importance d'abord de tout ce qui est outils, ça nous aide à la décision, à décider. Parce qu'avant de décider, vous devez disposer des informations. J'ai parlé des vaccinations, tout ça. On peut savoir quelles sont les zones où il y a plus de cas et comment intervenir. Et les limites des cycles, c'est comme il a dit, c'est d'abord l'acquisition des données. Des fois, on a des images qui ne sont pas haute résolution, surtout pour nous en Afrique et précisément au Congo. Nous n'avons pas de satellite. Ça veut dire que vous allez voir que la même satellite offre des images à haute résolution pour une zone, mais dès que vous venez chez vous, arrivé à un certain niveau, on ne peut plus. Même avec des orthophotos, avec simple Google Earth, on peut vérifier ça. Si vous zoomez, par exemple, vers Atlanta, vous pouvez aller même différencier les petites zones. Mais revenir chez nous à un certain niveau, l'image devient déjà des pixels. Donc, et comme recommandation, des fois, on associe et on fait quelques traitements pour faire quelques corrections.
et aussi travailler en collaboration avec les autres. Il faut demander parce que au moment peut-être que vous êtes en train de souffrir pour un projet, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà rencontré ces problèmes. Et la force de RFS Consulting, ce n'est pas moi. La force de RFS Consulting, c'est une équipe. Une équipe de ceux qui sont ici et de ceux qui sont ailleurs. Comme vous pouvez voir sur la photo, pour le moment, notre bureau est sur Première rue, Limité Funa, proche de l'immeuble Magic Touch.